Bonjour à tous et puis bienvenue aux nouveaux territoires qui rejoignent notre cercle. Peut-être un petit rappel d'abord, le cadre de ces tables rondes. Elles sont organisées à l'occasion de chaque réunion du cercle des TPSF. Elles permettent aux participants de prendre connaissance de la démarche de chacun des 7 territoires pilotes et de la mettre en débat à partir d'exemples concrets. Elles ont aussi vocation à mieux connaître les partenaires potentiels de la sobriété foncière et de partager des expérimentations intéressantes qui sont lancées au sein des collectivités qui sont d'ailleurs dans le cercle ou pas, quand leurs actions peuvent nourrir nos travaux et faciliter la mise en œuvre de la sobriété foncière sur le terrain. Alors également un petit rappel sur les 4 sessions précédentes. Nous avons déjà évoqué les questions de gouvernance, de périmètre d'intervention et de partenariat potentiel. Puis, on a également traité de la mobilisation du foncier et puis des enjeux de la planification et de la programmation. En mars dernier, c'était le temps de la maturation nécessaire des projets qui a occupé nos débats. C'est un sujet qui est aussi important. Et puis, évidemment, pour ceux qui nous rejoignent, pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à ces échanges, vous pouvez sans problème les réécouter en replay sur le site du PUCA ou de la NCT. Vous pourrez aussi y trouver les fiches qui présentent les expérimentations qui ont été présentées dans le cadre du cercle. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet particulièrement d'actualité, comme ça a été dit à l'instant, au moment où la population, les élus, mais aussi les acteurs locaux s'interrogent sur les conséquences des derniers textes législatifs relatifs aux ZAN. Comment mieux partager l'objectif de sobriété foncière sur le terrain, les démarches de longue haleine qu'il suppose et l'évolution vers un urbanisme circulaire qu'il induit. C'est là évidemment, et ça a été dit, toute la question de l'acceptabilité et de la mobilisation de tous nécessaires pour y parvenir qui est en jeu. Et nous entendrons le témoignage du territoire du Grand Poitiers, dont l'ambition est de privilégier un mode d'habitat plus économe en consommation foncière, en liaison étroite avec la population. Et puis, nous allons aller à Périgueux, où une politique de densification engagée depuis plusieurs années a déjà porté ses fruits, dans un cadre qui est aussi partenarial. Alors, bien entendu, au terme de chaque présentation, vous pourrez poser vos questions aux intervenants ou dans le chat, ou en levant la main pendant un temps d'échange, ou en vous signalant évidemment dans le chat pendant le temps d'échange. Et dans un deuxième temps, comme au terme de chaque table ronde, comme l'a dit M. Butten tout à l'heure, nous donnerons la parole à un expert partenaire des TPSF, aujourd'hui à la DGLN, qui nous parlera du dispositif de mesure artificialisation des sols. Et avant tout, bien entendu, je vais laisser le micro à Sylvain Grisot, urbaniste du cabinet Dixit.net, en charge de l'AMO nationale, qui va nous faire le point, comme ça a été dit tout à l'heure, sur l'expérimentation des 7 territoires pilotes. Sylvain, vous avez la parole pour entre 10 et 15 minutes, compte tenu du retard qu'on a. Voilà, c'est à vous. Merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. En effet, c'est toujours aussi un moment de faire un point sur l'expérimentation, un point sur l'avancement. On est bien sur une expérimentation, ça veut dire qu'on cherche aussi à avoir des apprentissages par l'action, hein. Et comme le disait Roland, il y a des questions de méthode, mais aussi Hélène, il y a des questions de pédagogie. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, la somme de ça en tout cas, qui fait TPSF. Alors, une démarche d'expérimentation en 2 étapes. La première qui est une étape de repérage de ce qu'on a appelé les fonciers invisibles, hein, de choix aussi d'un certain nombre de sites dans chacun des 7 territoires. C'est une période qui est une phase qui est aujourd'hui achevée partout, hein. Et puis une deuxième phase qui est une phase d'approfondissement, d'études préopérationnelles qui doit préparer le passage à l'action, le passage au réel de tout ça. Alors, un premier retour d'expérience finalement sur ce délai qu'on commence, ce délai de réalisation qu'on commence à percevoir. On a certains territoires qui vont achever dans le courant de l'automne cette phase 2. Tout le monde aura fini en tout début d'année. On a donc bien un an, hein, un an d'études pour avoir cette étape de repérage, cette étape et cette étape préopérationnelle qui est sans doute nécessaire. C'est pas qu'un an d'études, c'est aussi un an de dialogue, un an de pédagogie, et finalement les écarts à la ligne d'arrivée entre les différents territoires tient plus au temps de préparation, cette phase amont qui nécessite certes de recruter des AMO locales, mais aussi de trouver un consensus politique, d'identifier des secteurs prioritaires et puis de se mobiliser, hein, collectivement afin de démarrer.
Alors aujourd'hui, je vais parler essentiellement de la première des phases, cette phase de repérage, à la fois parce qu'elle est achevée, mais aussi parce qu'on a pris un temps en atelier, un temps technique, hein, avec à la fois la présence de représentants des 7 EPCI, d'un certain nombre de communes, mais aussi des 7 AMO mobilisés. Une journée de travail à la fois extrêmement riche, mais aussi sympathique et autant aussi se faire plaisir par ces échanges-là. Alors cette phase 1, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, en conclure ou en tout cas commencer à en conclure? Déjà, on a parlé, dans cette phase 1 d'identifier, ou plus exactement trouver, du foncier invisible. Mais de quoi le foncier invisible est-il le nom? En fait, on a une vraie ambiguïté là-dessus. On a un savoir-faire, hein, qui est développé depuis une bonne dizaine d'années aujourd'hui, hem autour des atlas des friches, des référentiels fonciers qui sont poussés par les établissements publics fonciers notamment, un savoir-faire qui aujourd'hui a besoin de se déployer. Et un des objectifs de cette première phase, c'était bien ça, hein, d'amorcer ce travail sur ces territoires, mais aussi de le réinterroger, hein, de sortir d'une vision traditionnelle euh, centrée sur la recherche d'espaces libres, disponibles pour construire au travers d'un certain nombre d'objets urbains singuliers, bien connus, qui sont les friches, sans usage aucun, ces dents creuses ou les grandes parcelles qui seraient éventuellement constructibles. On s'aperçoit dans cette première phase qu'on a une beaucoup plus grande diversité d'objets finalement qui peuvent constituer en tout cas des formes de foncier invisible. Il y a le foncier certes, mais il y a aussi le bâti. Il y a besoin de passer derrière les murs, derrière les habitudes finalement pour s'occuper de l'usage réel des bâtiments vides, mais aussi des bâtiments peu occupés. Et là, on rentre bien finalement non pas sur des espaces, mais peut-être des temps disponibles dans la ville. Et puis, il y a la question de pourquoi, hein. Pourquoi éventuellement mobiliser ce foncier invisible avec un débat important. Et on voit bien d'ailleurs que les nouveaux dispositifs mis en place par le gouvernement prennent acte du fait que ces espaces-là n'ont pas nécessairement que vocation à être reconstruits, hein. Tout espace libre n'a pas vocation à être bâti. On a des enjeux alimentaires, des enjeux de lutte contre les îlots de chaleur urbains, des enjeux d'accueil de la biodiversité, une transition écologique à mener, de la production énergétique, mais aussi tout simplement une participation à la qualité de vie du quartier. Et on le voit bien, c'est des sujets d'attention dans un certain nombre des 7 territoires, de se poser la question de la disponibilité certes, mais pour faire quoi? Et évidemment, en fonction de la définition qu'on donne aux fonciers invisibles et des objectifs qu'on leur porte, ça questionne la méthodologie de repérage. Et là, on rentre complètement, hein, dans ces questions d'outils et de méthodologie. Il y a donc besoin de sortir de la seule donnée foncière, hein, qui est traditionnellement maîtrisée, hein, utilisée, sur lequel on vient voir qui est là, quel est le taux d'occupation d'une parcelle, etc., pour regarder d'autres types de données, des données économiques pour identifier par exemple les dynamiques de crise au sein des entreprises avant qu'elles n'aient lieu, des dynamiques d'usage, des questions de branchement de télécom, etc., qui permettent de percevoir les espaces habités, surhabités ou sous-habités, mais aussi des données environnementales, notamment pour repérer les îlots de chaleur urbains, avec quelques pistes, hein, d'ores et déjà de nouvelles données à mobiliser qui ont pu être mobilisées par des AMO dans le cadre de cette phase 1. On n'a donc pas de définition scientifique ni réglementaire claire de ce qu'est le foncier invisible. Et puis ont été aussi pointés par un certain nombre de participants des limites à cette définition, des limites à ce terme tout simplement. Déjà sur le terme, en voulant révéler le foncier invisible, c'était bien notre propos, on prend le risque de donner des faux espoirs. On n'invente pas ce foncier, on n'invente pas des espaces disponibles, on ne le révèle pas, et les AMO locales ne sont pas des magiciens qui vont enfin trouver du foncier pour que les élus locaux puissent déployer les projets et accueillir de nouvelles populations. Il y a bien là-dessus donc des choses sans doute à clarifier, peut-être plus sur le terme de révélation que sur le terme de foncier invisible. Et puis, il y a une question de méthode aussi, tout simplement. Il y a une forme d'incohérence à chercher à cibler la phase 1 sur un certain nombre de secteurs prioritaires, comme on l'a fait, hein, dans des logiques aussi d'économie de projet, avec un recensement, une phase de repérage centrée sur quelques territoires, hein, sur l'ensemble des EPCI. Il y a une forme d'incohérence à dire que le foncier est invisible, mais en même temps à dire aux AMO où le chercher, hein. Finalement, soit on sait pas, soit il est vraiment invisible, à ce moment-là, il faut le chercher partout, soit on sait où il est, à ce moment-là, il n'est pas invisible. Alors, oui, il y a des incohérences à tout ça. Il n'y a pas de définition scientifique, encore moins réglementaire. Mais peut-être qu'on peut garder en tête pour la suite, au titre de retour d'expérience, le fait que ce terme ambigu est aussi créatif. En fait, il est interprété différemment par chacun des territoires avec leurs AMO, permettant finalement de se concentrer sur leur propre sujet.
hein. Et peut-être qu'on peut, dans ce cadre-là, laisser cette liberté d'interprétation, laisser ce flou, de façon à ce que chacun soit obligé de pousser son interprétation et de voir quel est le cap qu'il doit donner. Et puis évidemment, l'atlas réalisé en cours de phase 1, cet atlas du foncier invisible, est un outil technique. Mais il faut aussi assumer que c'est un outil politique. Il n'est pas neutre à aucun moment. Il pose des questions spécifiques au territoire et il ne montre que ce qu'il veut bien. Et finalement, on va trouver ce qu'on cherche en fonction d'objectifs spécifiques, de souhaits de passage à l'action, en fonction des enjeux tout simplement d'un territoire. Et puis, notons aussi qu'il y a une vraie nécessité, pour le coup, à travailler sur les outils et les méthodes pour repérer des potentiels un peu particuliers, qui sont des potentiels d'intensification des usages, ces bâtiments qui pourraient accueillir sans transformation finalement plus d'usages. Et singulièrement, les bâtiments publics. On a aujourd'hui une forme d'angle mort de l'observation là-dessus qu'il va falloir combler dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais une fois que j'ai défini ce qu'était le foncier invisible, comment l'identifier, hein, et finalement, on a une diversité de définitions, d'envies, d'approches qui mènent à une diversité aussi de méthodologies. On a des méthodes qui vont dépendre donc de la problématisation spécifique du territoire, qui souvent a donné lieu à une forme de mise au point entre le PCI et son assistance à maîtrise d'ouvrage locale. Une mise au point d'ailleurs plus ou moins explicite. Et on voit qu'on a des initiatives comme à Draguignan avec ce repérage des potentiels îlots de chaleur urbains ou des travaux par exemple extensifs à Épernay sur l'ensemble de l'EPCI au travers de méthodologies spécifiques sur le logement qu'on a pu voir lors du dernier cercle. À chaque fois, on a un problème, une problématique, on l'appellera comme on veut, et finalement une méthode d'observation qui s'adapte à ça. On a besoin aussi de sortir du seul constat, hein. Ce n'est pas un constat passif, comme je le disais, il y a aussi un cadre politique, une forme de projection dans le futur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on repère un site, on est d'ores et déjà dans des logiques de faisabilité et donc de choix, hein, dès les premiers repérages et de choix politiques, avec notamment une attention portée, une forme d'alerte, hein. Traditionnellement, on a une logique d'indicateur de dureté foncière, hein, ce que on peut ou pas acquérir et finalement transformer en projet. Et finalement, dès que c'est compliqué, on a tendance à le sortir de l'atlas, hein. C'est trop dur, donc on n'y va pas. Peut-être attention à ne pas arbitrer trop tôt, hein, parce que le processus lui-même peut amener des formes de transformation et ce qui semblait impossible peut le devenir, ne serait-ce qu'en testant, en essayant et en passant au pré-opérationnel. Alors, ça a un autre effet, hein, ces enjeux méthodologiques, c'est que quand on a deux acteurs qui interviennent sur la phase 1 d'un côté, sur la phase 2 de l'autre, on a des enjeux de tuilage, hein, de partage de regards qui sont importants, notamment quand on a une agence d'urbanisme qui est pleinement dans ce rôle dans cette phase 1, notamment d'observation, mais qui peut passer le relais dans certains des territoires à des AMO privés qui vont être plus sur des étapes de conception et de faisabilité. On a donc aussi des niveaux de précision qui sont extrêmement différents selon les territoires, hein, en fonction de la connaissance acquise par le territoire déjà de ses potentiels, mais aussi de la volonté ou pas de cibler sur un certain nombre de secteurs. Alors qu'est-ce qu'on garde pour la suite, hein, sur cette méthodologie? Finalement, autant on a des définitions différentes de ce qu'est le foncier invisible, autant on s'aperçoit qu'on a 7 méthodologies différentes qui ont été déployées. Cette aventure, en fait, on a des fonciers invisibles de nature différente dans des territoires aux enjeux variés et qui ont aussi des niveaux différents de connaissance de leur potentiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'approche standard et que l'industrialisation n'est sans doute pas possible. Et sans doute faut-il l'entendre. Chaque territoire doit trouver chaussure à son pied au travers de l'ingénierie de ses AMO locales. Pour autant, on peut quand même pousser et faciliter ce travail-là, le simplifier par des outils. Nous n'avons pas pu tester, faute de conjonction de planning, Urban Simul, mais c'est très clairement un outil qui pourra faciliter ce travail-là à l'avenir. Et puis sans doute, y a-t-il la nécessité de réfléchir à l'après, hein, l'après TPSF et de sortir d'une logique de phase 1, d'état des lieux finalement, d'atlas, hein, ponctuel et statique, hein, pour passer à une forme de gestion dynamique et donc une gestion d'observatoire qui permettrait de dépasser, hein, simplement le constat et de le faire vivre, et puis finalement aussi d'amener des logiques d'aller-retour entre la faisabilité et la connaissance du territoire. Et puis mon dernier point, pas d'inquiétude Pierre, mon dernier point c'est bien la fin de la phase 1. Hein, cette fin de la phase 1 qui est le choix des sites où travailler en phase 2. Déjà, retenons, et ce n'était pas nécessairement évident, notamment pour nous,
que ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu et il faut sans aucun doute passer ce temps-là. Hein, on constate qu'on a souvent un retour à l'échelle communale. On repasse de cette échelle de l'EPCI, qui structure aujourd'hui TPSF, pour revenir à l'échelle communale parce qu'on a besoin d'avoir la connaissance fine à la fois des techniciens et des élus locaux de leur territoire, à la fois pour identifier des disponibilités foncières qui en fait ne sont pas libérables pour des raisons X ou Y, ou au contraire des projets qui sont déjà engagés sur des fonciers qu'on pensait disponibles, ou alors des espaces fonciers qui n'auraient pas été repérés, mais avec des transformations en cours qui peuvent présenter des opportunités. Et puis on a aussi, c'est aussi une étape de choix politique qui est particulièrement sensible. C'est une opportunité de dialogue, on va le voir avec Poitiers, mais aussi un moment de sensibilité. On a eu quelques accidents dans cette phase-là, avec des sites d'attention sur lesquels aucun arbitrage n'était porté, mais qui ont pu être diffusés dans la presse ou ailleurs, des sites travaillés de façon théorique parfois, mais dont la diffusion a fait lever des boucliers. Premier effet de bord, une forme de génération très rapide d'opposition, alors que c'est pas encore le sujet. C'est pas encore le sujet de conversation. Et puis deuxième effet de bord, quelque part, un risque en pointant le doigt sur un certain nombre de sites, de générer des formes de surenchère, en montrant l'envie de la collectivité d'intervenir sur des espaces délaissés. Il faut donc sans doute s'autoriser un travail en chambre et ne pas rendre public trop tôt ce travail-là. Il n'empêche qu'un dialogue citoyen précoce est possible, mais sans doute soit pas sur des cas concrets, soit sur des cas évidents, notamment des espaces maîtrisés par la collectivité. Finalement, dans ce choix, à l'issue de cette phase 1, ce choix des sites qui vont aller en phase 2, on constate aussi un très très fort consensus de ce qu'est la sobriété foncière. On pourrait avoir des désaccords sur un certain nombre des sites choisis par les collectivités locales. Il y a eu des débats, mais uniquement sur 2 sites qui ont été résolus très rapidement. Il n'y a donc pas d'ambiguïté réelle sur le sujet. On sait ce que c'est la mise en œuvre opérationnelle de la sobriété foncière, on sait pourquoi c'est faire et on sait à quel endroit c'est. Mais ce choix des sites, c'est aussi une étape très concrète. C'est une étape donc de pédagogie, parce qu'on travaille à la fois sur une vision du territoire global, et donc on change de regard, potentiellement, à la fois regard des élus et techniciens, mais aussi on peut générer de la prise de conscience. Alors quelques apprentissages pour la suite. Sans doute faut-il considérer cette étape de choix comme une vraie phase, une phase intermédiaire entre la phase 1 et la phase 2, lui donner vraiment du temps et le penser comme un temps d'articulation et de dialogue avec les acteurs du lieu, mais aussi avec les différentes AMO quand elles sont là. Systématiquement prévoir des modalités de dialogue spécifiques pour les élus, pour la population, mais aussi un temps de pédagogie au travers du concret que permet ces atlas. Il donne à voir des choses, il donne à voir le territoire différemment. Alors, maintenant, désormais, partout, la question est comment toucher terre, comment passer à l'action. Ce sera donc l'étape de la phase 2, mais je ne vais pas en parler maintenant, puisque c'est une phase en cours et on aura toute l'occasion d'y revenir. Mais je vais me permettre de tirer déjà quelques perspectives, pas conclusives, mais déjà commencer à parler de façon un peu plus globale, au nom notamment de ceux qui ont pu témoigner au travers de ces ateliers qu'on a pu réaliser, et aussi à la suite de l'observation. Conclusion un peu plus globale sur TPSF dans son ensemble. On avait évidemment des objectifs au travers de la mise en œuvre de cette expérimentation, mais le sujet n'est pas tant de voir les objectifs qui auraient été atteints ou dépassés, mais de voir quel rôle a pu jouer TPSF sur ces territoires, des rôles qui n'étaient soit pas attendus, soit pas complètement explicites. Déjà, il y a une logique d'incubateur de projets. Des projets qui étaient amorcés, des projets qui étaient à l'arrêt. Et là-dessus, on voit bien que TPSF devient le réceptacle d'une réflexion collective qui permet de redonner de la dynamique. C'est aussi un espace de dialogue plus global sur le devenir du territoire, et notamment dans le cadre de l'élaboration de documents d'urbanisme plus ambitieux, en tout cas sur la sobriété foncière, sur le passage au PLUI, sur des SCOT qui soient plus raccords avec ces enjeux-là. C'est aussi un moyen, mais ça on l'a déjà dit, de nouer de nouvelles relations avec de nouveaux partenaires. Dès la constitution finalement de la réponse des territoires, ça a été d'ores et déjà un moyen de commencer à mailler. Et puis aussi, c'est un facteur de décentrement. On regarde son territoire autrement, comme à Maubeuge par exemple, sur lequel on était tous collectivement focalisés sur les friches industrielles, mais sur lequel le travail de repérage a fait émerger aussi la nécessité de travailler ou l'intérêt de travailler sur les zones d'activité économique. Alors, ça laisse bien sûr beaucoup de questions pour la suite, au-delà de ce temps d'expérimentation qui va s'achever tout début 2023.
Évidemment, une grande question, c'est quels sont les projets amorcés par TPSF qui vont vraiment prendre forme concrète, hein. On sera attentif à tout ça avec évidemment le souhait que beaucoup passent au réel. Mais au-delà de ces situations repérées, de ces sites finalement, TPSF, c'est aussi quelque part une démarche de conversion globale. Est-ce que les projets opérationnels de TPSF vont rester des exceptions dans ces territoires ou est-ce qu'ils vont essaimer et venir transformer plus globalement les pratiques opérationnelles? Est-ce que le nouveau regard posé sur le foncier invisible, le dialogue engagé localement sur la sobriété foncière, va questionner les documents de planification à venir, comme les méthodes d'observation et de gestion du territoire? Tout ça, on le verra, mais il est déjà clair que TPSF laissera plus de traces dans les 7 premiers territoires engagés que les seuls projets qui passeront à l'opérationnel, mais reste à comprendre dans les prochaines années l'ampleur de cette transformation. Merci à vous.